Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Palus, le numéro 2 du groupe Kering. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Merci de m'inviter. Alors, le géant du luxe qui ne connaît pas la crise, résultat publié hier, ils sont très bons, super aux attentes, bénéfice net de 3,2 milliards d'euros, plus 70%, au-delà des résultats d'avant la pandémie. C'est là où c'est intéressant. Comment est-ce qu'on explique ce rebond impressionnant du marché du luxe ? Écoutez, d'abord, le marché du luxe en général a été plutôt bien traité dans ces 2 dernières années, a bien fonctionné et en plus, Kering et ses marques ont été particulièrement performantes en 2021 avec toutes les marques qui ont été au-delà de leur vente de 2019. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on a battu notre résultat. En réussissant à conquérir de nouveaux clients ? Tout à fait. C'est effectivement la réussite de nos marques, c'est sur les nouveaux clients d'une part, et aussi sur les clients locaux, puisque une des conséquences de la pandémie a été de moins voyager. Exactement. Et donc, on a eu moins de touristes qui ont visité nos magasins. Et donc, on a été obligé de se concentrer sur les clients locaux avec un succès tout à fait mérité. Et donc, effectivement, on a compensé l'absence de tourisme, et plus que compensé, puisqu'on a dépassé nos niveaux de 2019. Ouais. Donc, plus de jeunes. Et pour les plus âgés donc, qui ont moins voyagé, c'est ça, ils ont reporté finalement le fait de ne pas voyager en allant, en s'achetant des biens de luxe, c'est ça? Tout à fait. On a eu un report de ce qu'on appelle le luxe expérientiel vers le luxe des objets et pour le grand bonheur de nos marques. Est-ce que c'est le rebond de votre marque phare Gucci qui permet aujourd'hui d'afficher une aussi forte croissance ou pas seulement? C'est les deux. C'est-à-dire que Gucci a connu une très forte croissance. Donc là aussi, marqué par de très belles performances, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Et Gucci, c'est le fer de lance de notre groupe. Et donc, il a permis aux autres marques de bénéficier de ses propres avancées. Gucci, c'est une marque ultra créative, qui a une très forte influence sur le marché du luxe. Et toutes ces innovations bénéficient à nos marques plus petites et plus jeunes. Et donc, tout ça pour notre plus grand bonheur. Tous les indicateurs, en tout cas beaucoup, sont dans le vert aujourd'hui, Jean-François Palus. Après, la marge opérationnelle, je vais regarder un petit peu, alors je parle sous votre contrôle, de Gucci, 38% en 2021, n'a pas retrouvé, pour le coup, son niveau de 2019. C'est bien ça qui était de 41%. Je me suis dit, mais pour quelle raison? Parce qu'on a investi. On investit beaucoup sur... Les dépenses en marketing, c'est ça? En marketing. C'était l'année du centenaire de la marque, c'est ça? Tout à fait, le centenaire de la marque. Donc, heureusement, ce n'est pas tous les ans. C'est sûr. Mais pour nous, si vous voulez, c'est important. Donc, on a tout l'objectif sur nos marques, c'est de combiner l'héritage et l'innovation. Et donc, on investit pour préparer ce futur. Et on investit pour agrandir les magasins. On investit aussi pour transformer nos ventes directes, pour augmenter la pénétration du e-commerce. Ouais. Et donc, ça pèse sur le résultat. Mais en valeur, on a quand même dépassé notre record de 5 milliards d'euros de résultat opérationnel. Et donc, vous êtes confiant dans le fait qu'en 2022, cette dynamique va se poursuivre? Tout à fait. Les vents sont toujours favorables? Les vents sont toujours favorables. Encore une fois, ils sont favorables pour le luxe en général. Et pour nos marques en particulier, elles n'ont jamais été aussi désirables, aussi créatives. Comme je vous l'ai dit, elles allient cette tradition, cette capacité de disruption. Tradition et modernité. Exactement, tradition et modernité, tout à fait. Et dans le luxe, c'est vraiment important. Et donc, on explore de nouveaux territoires, on a des capacités d'expansion à la fois géographique, sur de nouveaux magasins, par l'Internet, etc. Et donc, on est absolument confiant dans notre capacité pour 2022 et la suite. Malgré les risques, notamment, on pense aux risques géopolitiques. On a évidemment la Russie, on l'a évoqué juste avant. On a les tensions aussi entre la Chine et les États-Unis qui persistent. On a cette remontée des taux d'intérêt, ce qui est vrai aussi, sur fond d'inflation qui est plus forte. Tous ces risques, encore une fois, qui pèsent sur l'économie mondiale. Et aussi sur le luxe, est-ce que c'est des risques que vous avez en tête ou on les écarte ou on se dit malgré tout, attention, point de vigilance? Bien sûr, on a tous ces risques en tête. Mais ils n'entravent pas pour vous la croissance? Non, parce que d'abord, on a vu dans le passé que le luxe traversait les crises de façon plutôt agréable ou plutôt moins difficile que certains autres secteurs. Et en plus, nous, on se prépare à être
plus agile, plus localement implanté, en sorte que ce qui peut être un problème dans un endroit, dans un autre endroit, va être un atout. Et donc globalement, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Et pour l'instant, on est vigilant, bien sûr, mais on est très confiant. Et le risque d'une Chine qui pourrait un peu se refermer au reste du monde, ça aussi, ça c'est un vrai risque pour un groupe de luxe. Ce qui se passe en Chine, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Ça amène des façons différentes d'opérer. Quel est le poids d'ailleurs de la Chine? On peut calculer le poids de la Chine aujourd'hui? Oui, pour nous, c'est un poids qui est de l'ordre de 27% du chiffre d'affaires. De l'ordre de 27%, c'est précis. Oui, mais c'est important, la Chine, et les Chinois en général. Et donc, comme je vous le disais, il faut tenir compte des changements qui sont en train de s'opérer et de cette capacité du marché intérieur chinois à créer ses propres futuristiques à l'intérieur du territoire. Par exemple, il y a cette île de Hainan qui développe un marché incroyable où beaucoup de touristes chinois vont passer des vacances et dépensent dans les produits de luxe. Donc il y a vraiment en Chine un potentiel incroyable à l'intérieur de la Chine pour développer nos activités. On parlait rapidement d'Internet. Quelle est la part des clients qui achètent des produits sur Internet sans passer par la case magasin? On a des chiffres, j'imagine, là-dessus? Oui. Ou est-ce qu'il y a toujours... En fait, il y a une grande synergie entre les clients qui achètent dans les magasins et les clients qui achètent en ligne, avec ce qu'on appelle l'omnicanal. Il y a des gens qui achètent uniquement en ligne aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes, sans pour autant se déplacer en magasin? Il y en a. De plus en plus? De plus en plus, et c'est quelque chose sur lequel on a développé des approches spécifiques pour à la fois capter ces clients et aussi les rendre plus loyaux, leur faire répéter des visites et augmenter leur taux de conversion. Bon, donc vous avez cette conviction, Jean-François Palus, que le luxe va continuer à attirer de nouveaux clients. Pour vous, c'est le sens. Après, en quoi il s'est transformé? Il s'est transformé depuis 2 ans, depuis la pandémie, cette crise sanitaire. En quoi, justement, le marché du luxe a changé de visage? Est-ce que c'est l'expérience client qui n'est plus la même? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Je pense qu'on l'a évoqué, le poids des touristes a évidemment changé. Ouais. Donc ça nous a obligés à développer beaucoup la relation avec les clientèles locales. À approfondir ce lien avec nos clients, à le personnaliser. On a parlé aussi de la pénétration du e-commerce et des ventes à distance qui sont très importantes, mais là aussi avec la nécessité pour une marque de luxe de développer une expérience spécifique pour avoir un très haut niveau d'exigence. Je pense aussi qu'à l'intérieur, on a été obligés, nous, de faire preuve d'agilité pour modifier un peu nos dispositifs, que ce soit la logistique ou les prix, etc., pour s'ajuster. Et puis aussi nos façons de travailler. La relation avec les collaborateurs, il y a des gens qu'on n'a pas vus en face à face depuis 2 ans, donc toute la communication interne a dû s'adapter. Vous parliez à l'instant des hausses de prix, Jean-François Palus, ça tombe bien parce que je voulais vous interroger là-dessus. J'ai vu que LVMH a fait des hausses de prix qui ont été annoncées sur ses sacs en 2022, donc cette année. Est-ce qu'on va assister aussi chez Kering, au global, à des augmentations de prix aussi? Comme ça arrive d'ailleurs peut-être tous les ans aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Effectivement, c'est un phénomène qui... Vous les avez augmentés, notamment je pense chez Gucci en 2020, 2021? Tout à fait, on les augmente. On ne le dit pas ça, mais... C'est vrai? Non, c'est un secret de fabrication, on va dire. Mais on l'augmente au début de chaque saison. On est susceptible d'augmenter nos prix. C'est quelque chose qui est assez habituel. À 1 chiffre, à 2 chiffres Ça dépend en fait des pays et ça dépend des catégories de produits. Donc c'est assez variable. Et on s'ajuste effectivement. On regarde, comme toute entreprise, ce que fait les confrères et on s'ajuste en fonction de ça. Les pays aussi, comme on disait tout à l'heure, quand il y avait beaucoup de tourisme, une des raisons de l'achat des touristes chinois en Europe, c'était que le différentiel de prix était favorable. Maintenant qu'il y a moins de touristes, on a moins besoin d'avoir ce levier-là. Donc on s'ajuste, c'est quelque chose qui est permanent. Et que fait toute l'industrie? Tout à fait. Et alors en plus, on a un autre levier qui est là plus structurel et fondamental, qui est l'élévation de la marque, qui permet dans l'architecture de la collection de pousser des produits qui sont plus haut de gamme et qui font monter le prix moyen.
Est-ce que ce pricing power, ça va au-delà de Kering, est-ce que ce pricing power, est-ce qu'il est sans limite? Autrement dit, est-ce que vous savez ou pas à partir de quel moment des hausses de prix sont telles que les consommateurs ne suivront plus, ou est-ce qu'on y va à tâtons au fur et à mesure et on voit comment... ou est-ce qu'on n'a pas on ne sait pas? En fait, nos marques ont ce potentiel de créer, de susciter le désir et l'envie qui fait qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est nos clients qui vont nous le dire. Ouais. Et jusqu'à présent, on n'a jamais touché la limite. Donc exempté, on ne sait pas. On sera ex post. Exactement. Bon. Mais c'est aussi, encore une fois, ce n'est pas juste pour augmenter les prix, c'est parce que aussi vous passez vos coûts, les matériaux, enfin les matières premières, je ne sais pas moi, les coûts de transport. Donc toutes vos hausses de coûts, vous les passez aux clients. Ce que beaucoup de gens font dans beaucoup d'industries d'ailleurs. Alors, en passant, c'est pas... Pour augmenter ces prix, il faut le mériter. Et donc, pour le mériter, il faut apporter de la créativité, de la qualité, toujours renforcée. Il faut aussi que nous, on travaille chez nous. Donc, les hausses de prix, on les compense aussi par des améliorations de productivité, des changements dans les processus ou dans les modes de fabrication, les modes de transport et autres. Et également sur une légitimité que l'on apporte à travers nos engagements en termes de responsabilité sociale et environnementale. Donc, tout ça fait qu'effectivement, on n'est pas inquiet pour nos marges, même si, comme vous venez de le dire, nos coûts des facteurs de production augmentent. Lesquels, en l'occurrence, il faut être précis? Qu'est-ce qui coûte plus cher aujourd'hui dans vos intrants aujourd'hui? Le transport a beaucoup augmenté. Donc là aussi, on fait des efforts, mais c'est vrai que les coûts de transport ont été significativement accrus. On a aussi une augmentation de certaines matières premières, surtout que nous les voulons vraiment sustainable, durable. Et donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Un petit mot, Jean-François Palus. Qu'est-ce que vous répondez aux investisseurs? C'est un truc qui revient quand même en boucle. Je me suis documenté avant de préparer cet entretien. J'entends souvent, oui, Kering est trop dépendant de la marque Gucci. Vous êtes de l'entendre, je ne suis pas le premier à vous le dire. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce qu'on donne les chiffres, je crois que c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et en marge opérationnelle, c'est quoi, 60%? C'est un résultat, oui, c'est un peu plus. Vous l'entendez cette critique ou pas? Nous, on est très contents que Gucci soit, encore une fois, le fer de lance de notre groupe. C'est pour nous le majeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est, longtemps, il y a plus de 20 ans maintenant, c'est pour ça qu'on est allé dans le luxe, parce qu'on voulait avoir une plateforme qui nous permette à la fois d'assurer la croissance et d'assurer la croissance de marques plus jeunes, plus petites, et pour faire bénéficier ces marques-là, Saint-Laurent, Boucheron, c'est la locomotive, c'est ça? C'est la locomotive, ça entraîne tout le reste. Et donc, les tests que l'on peut faire dans le Web 3.0, dans l'Internet, on commence par Gucci, et si ça marche chez Gucci, on l'applique chez Balenciaga. Exactement. Bon, il y a une phrase qui était sortie hier lors de la conférence de presse, je crois, par François-Henri Pinault. Il est certain que des acquisitions pourraient avoir sens dans un avenir proche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avenir proche. C'est quoi avenir proche? C'est 2022? Avenir proche, c'est quoi? Vous savez, c'est la géométrie variable, ça. Oui, le luxe, c'est un métier du temps long. Oui, mais là on a entendu avenir proche. Mais oui, mais l'avenir proche, il faut qu'on fasse preuve de 3 qualités indispensables sur le M&A. La lucidité, la patience et la réactivité. Lucidité, d'abord pour dire qu'on n'en a pas besoin d'une acquisition. On a ce qu'il faut. Même pour réduire un peu le poids de Gucci au sein de Kering. Encore une fois, nous, on s'en satisfait tout à fait, et même plus que vraiment. C'est ce que j'en crois. Exactement. Et donc, on a ce qu'il faut pour produire de la croissance. En revanche, on en a envie, parce qu'on est des entrepreneurs, parce qu'on a des idées. Donc, vous êtes en alerte, à l'affût. Exactement. Donc, mais justement, on est en alerte, on a des cibles dans le radar, mais il faut qu'on soit patient. Parce que, d'abord, on parle de cibles de luxe. Donc, par définition, le luxe, c'est rare. Ce qui est rare est cher. Aussi, c'est vrai. Vous le savez, ça. Mais oui, tout à fait. Mais le plus souvent, ce sont des cibles contrôlées. Donc, par des groupes familiaux. Par des groupes familiaux. Et donc, la décision va dépendre d'une personne. Et donc, il faut qu'on attende. Et qu'on attende que la bonne occasion se présente au bon prix et dans les bonnes conditions. Mais ça serait une acquisition majeure, on comprend bien ça, structurante. Oui. Alors, encore une fois, on est réactif. Ouais. On est réactif parce qu'il
Et d'ailleurs, on l'a montré l'année dernière avec l'acquisition de Lindbergh, qui est une belle acquisition, mais pas structurante, notamment en termes de taille. En revanche, elle nous permet, sur un marché particulier, les lunettes, de gagner des clientèles supplémentaires, de compléter notre gamme de produits, d'élever le niveau de nos produits. Et donc, c'est des choses qu'on est tout à fait capable de faire. Bon, donc j'imagine que les cibles ont été identifiées. Le Suisse Richemont, ça vous parle, évidemment, c'est Cartier. Ça pourrait en être une, je mets tout ça au conditionnel, ça pourrait en être une cible? Le groupe Richemont a des marques fantastiques, très très belles, ils sont dans des domaines où on est moins présent. S'il y avait une opportunité, vous seriez prêt à la saisir? C'est évident qu'on ferait l'effort, oui, pour les saisir, oui, c'est sûr. Bon. Un petit mot de l'action Kering. On est sur Boursorama, qui est un produit de luxe, hein. 670 € au moment où on se parle. Et je ne dis pas que c'est voulu, mais est-ce qu'on peut imaginer une division du nominal pour la rendre peut-être plus accessible à l'investisseur individuel, des splits comme on a pu en voir sur Apple ou d'autres, ou pas du tout? Ce n'est pas un sujet pour vous? Écoutez, nous, on est très pragmatique et on est très attentif à conserver une base d'investisseurs individuels qui sont effectivement assez sensibles au prix de l'action. Vous l'avez dit, on est un groupe de luxe et donc il n'est pas incongru que le prix de notre action soit élevé. Mais c'est vrai, on a une politique vis-à-vis de nos actionnaires qui est très attentive, à la fois sur le dividende qui progresse de façon régulière et aussi sur le prix de l'action. Si un jour on s'aperçoit que c'est vraiment un obstacle à élargir notre base d'actionnaires, on prendra les mesures nécessaires. Bon, plus 220% en 5 ans pour le titre, mais 6% de baisse sur 6 mois. Cette consolidation, vous la sentez quoi comme temporaire? C'est pour vous la trajectoire haussière du titre, elle est intacte? Elle est devant nous et elle est intacte, oui, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, on a cette capacité à produire vraiment une performance très stable, une progression de nos chiffres d'affaires, de nos résultats, qui est très solide, à la fois parce qu'on a ce moteur qui est Gucci et le réservoir de croissance qui est porté par les petites marques, les plus petites, mais aussi des marques qui sont aujourd'hui très emblématiques, Saint-Laurent, Bottega Veneta, et puis des marques toutes neuves comme notre marque chinoise, Qilin, qui permettent vraiment d'avoir ce gros réservoir de croissance. Ouais. Après, puis il y a là aussi l'écart de valorisation. La valorisation dans l'absolu, on est à 21 fois les bénéfices pour 2022. Écart avec LVMH qui a 10 points de plus en termes de valorisation. Ça laisse aussi de la marge d'appréciation, ça. Exactement. Ça nous donne de l'envie, ça nous donne de la confiance dans la capacité d'appréciation du titre. Bon. Bon, et on se quitte là-dessus. Juste, je reviens sur la cible. On se dit que ça pourrait être un joaillier. Ça a du sens. Je repense à l'opération structurante qu'on a tous commenté ici. Évidemment, quand LVMH rachète Tiffany l'an dernier pour 16 milliards de dollars, cette idée, encore une fois, que ce soit un joaillier, vous êtes là aussi très ouvert. Ça a du sens. Ça serait cohérent. On est effectivement, on a une pénétration dans ce marché de la joaillerie qui est un marché très important, qui aujourd'hui permet d'envisager, de compléter notre portefeuille de marques dans ce domaine-là. Le moment venu, on en reparlera. Avec plaisir. Merci de passer nous voir, donc Jean-François Palus, le numéro 2 du groupe Kering, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.